Merci, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions à la salle? Ça a été très clair, en fait. Oui. Merci. Est-ce que tu pourrais juste détailler un petit peu plus ce modèle sur la partie hardware, éventuellement je donner quelques détails. Cette partie-là. En fait, c'est des modèles qui commencent à être un peu établis, où c'est à partir de plans qui sont partagés, c'est de faire des productions qui peuvent être en série. Un truc qui est très connu, c'est l'Arduino, où les plans de l'Arduino sont partagés en open source, et les codes qui sont utilisés sont partagés en open source, et pour autant il y a des activités économiques par les gens qui fabriquent ces systèmes-là, qui les revendent, voire par des gens qui vont fabriquer des équipements à partir de ces Arduino. Il y a aussi le modèle de faire des formations. L'atelier paysan, c'est ce qu'ils font. Il y a beaucoup d'autres systèmes, enfin beaucoup d'entreprises qui existent, qui utilisent ce principe-là. Ça peut être aussi de faire plutôt de l'éducation que de la formation à la fabrication des systèmes. Voilà, c'est ce type de modèle qui se fait. En fait, la pertinence, c'est que tous les gens qui vont utiliser ces systèmes-là contribuent à produire soit du code, soit des usages, et à partager en fait ensemble de manière plus ou moins structurée. Mais c'est ça l'idée. Et c'est ça qui permet de faire en sorte que le système se développe. Il y avait une autre question aussi? Oui, moi c'était par rapport aux limites des licences Creative Commons. Sur ton exemple là de l'atelier paysan, concrètement, ils ont quel levier l'atelier paysan juridique par rapport au fait qu'ils aient publié leur plan sous cette licence-là et que l'entreprise s'est approprié leur plan? Ils n'en ont aucun vraiment, parce qu'ils n'ont pas cherché à batailler? Alors, pour en avoir discuté avec eux, ils n'ont pas cherché à batailler au-delà d'une newsletter qui dénonce le truc. À ma connaissance, de ma compréhension des jeux juridiques, en l'état, ils n'ont pas moyen de lutter contre ça. À part peut-être d'un point de vue un peu communication, comme je disais, en gros, c'est pas très fair-play comme façon de faire. Mais devant un tribunal, je pense que ça vaut rien du tout. Alors, ouais, faudrait un peu creuser, mais pour en avoir discuté avec Lionel Morel, pour échanger avec Lionel Morel, qui a œuvré pour la création des Creative Commons, en fait, il confirme la situation que la licence qui est affectée, elle concerne juste le plan. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le droit de vendre ce plan. On n'a pas le droit d'aller le mettre dans un livre qu'on va les vendre derrière. C'est ça que autorise en fait interdit plutôt cette licence. Par contre, prendre le plan et avoir de l'activité économique, l'atelier paysan, ils font ça tout le temps. Hein. En fait, ils veulent en faire en sorte qu'il n'y ait pas d'entreprise qui se crée pour fabriquer ces machines. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Donc, du coup, mais si ça avait mis qu'ils ne pouvaient pas, parce que l'entreprise, elle a fait des modifications. Ouais. Oui, et donc, du coup, s'il y avait eu l'autre, la ND, de non modifiable, là, ils ont si tu vas dans les types de... Oui, tout à fait. Bon, voilà, pour préciser. Ça aurait été la façon de... Il y a un critère, pour préciser ce que dit Mélissa, il y a un critère ici ND qui interdit de faire des modifications. Donc on ne peut pas repartager si on a modifié les choses. Alors, en fait, ça s'appuie, encore une fois, sur le plan. C'est ça qu'il faut bien intégrer. C'est-à-dire que s'il y avait ce critère qui était appliqué, ils ne pourraient pas partager un plan avec des modifications. Par contre, ils ont le droit de le faire chez eux, en fait. Au sein de leur entreprise, ils ont le droit de le faire. Tant que le plan n'est pas partagé derrière, en fait, c'est ces subtilités-là qu'il faut, je pense, bien creuser. C'est une modification du plan. Oui. C'est brevet, en fait, c'est la propriété intellectuelle d'un objet, d'un plan, enfin, je veux dire, qui va créer un objet. Ouais. Pas d'une idée ou d'une méthode. Ouais. Ouais. C'est la différence. Ouais, c'est ça. Comme on a un peu de temps, on a toujours présenté, j'ai compris d'affaire. Oui, je peux faire ça. C'est ça.
Alors c'est pas tout à fait un exemple low-tech, mais en tout cas c'était un peu une source d'inspiration. Il y a une entreprise qui extrait du pétrole aux USA, qui a rien trouvé de mieux que d'utiliser des concentrateurs d'énergie solaire pour aller extraire davantage de pétrole. En fait, ils produisent de la vapeur d'eau pour fluidifier le pétrole, pour en extraire encore davantage dans des puits qui ne produisent pas beaucoup, qui sont en fin de vie. Donc pour l'instant, c'est un projet. Je crois pas que ça existe encore, mais en tout cas, ils font des études là-dessus. Et l'idée, c'était de se dire, en fait, si on transfère ça sur un domaine low-tech, est-ce qu'on pourrait pas trouver des cas de figure où on développe des systèmes low-tech dans un esprit d'aller utiliser du solaire ou d'aller utiliser moins de ressources, et puis ça pourrait être détourné pour aller utiliser, pour aller extraire du pétrole ou pour aller faire d'autres choses pas très sympathiques. Et ça pourrait arriver, et c'est pour ça que les licences à usage, j'avais présenté ça, on peut un peu peut-être essayer d'utiliser cet esprit-là pour contraindre ça. Après, dans le cas de l'extraction de pétrole, c'est pas forcément très facile de lutter contre ce type d'action, mais en tout cas, c'était un exemple pour pouvoir réfléchir. Et un autre exemple, qui est fictif du coup, vous connaissez peut-être Ely, c'est une microbrasserie solaire qui est installée dans la Bourgogne-Franche-Comté. Et ils ont développé une technique à partir d'un lit de fire pour pouvoir brasser de la bière, avec une communication de production locale, de distribution locale, ainsi de suite, avec tout ce qu'on connaît en fait en termes d'économie locale. Ils commencent à partager les techniques de production, et on pourrait très bien imaginer, donc encore une fois c'est fictif, un Heineken par exemple, qui va aller s'emparer de cette pratique-là, et qui avec ses gros moyens va juste utiliser ça pour faire du verdissement d'image, pour aller produire un petit peu de bière, bien communiquer dessus, pour dire regardez, on fait de la bière solaire, on est sobre, on est bas carbone, tout ce qu'on veut. Et quelque part, ça peut dégrader le travail que fait Ely et puis toutes les microbrasseries solaires qu'on pourrait imaginer. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui pourraient arriver et on pourrait réfléchir à comment se protéger de ça. Alors toujours pareil, il y a Heineken, ils ont sûrement beaucoup de moyens pour se défendre, mais on pourrait en tout cas y réfléchir. Voilà. Pour rebondir, la brasserie solaire Heineken existe déjà. Je savais pas. Et tu peux en dire un peu plus sur, je sais pas. C'est à échelle pas du tout artisanale, c'est industriel. Ils préchauffent l'eau pour brassage, après je crois qu'ils font des énergie, en gros ils vendent de la boîte. Ok. C'est Heineken. Est-ce que tu avais rencontré des acteurs de la low-tech qui avaient généré des produits innovants, qui se posaient la question de droit qui ne sortait pas? Je pense à Maxime Mercier, son fondeur, l'an dernier, il m'a dit je ne veux pas en parler, Grégory, parce qu'ils veulent breveter. Oui, alors c'est une question en fait que je pose souvent, ceux qui ont une bonne idée, qui ont bien quelque chose à développer, c'est comment je fais pour valoriser le temps de R&D que j'ai passé à développer cette idée-là qui fonctionne. Et alors c'est une problématique. Donc Laurent, Emmanuel, pardon, tu viens d'expliquer qu'il n'y a pas trop de licences qui protègent concrètement d'un plan dans nos sources en fait. Et du coup, pardon, je peux répéter la question. Alors en fait, je vous disais que quelqu'un comme Maxime, qui est dans l'esprit un peu low-tech, qui développe quelque chose, est-ce qu'il a plusieurs options pour diffuser son produit? En essayant de le valoriser un petit peu, parce que je comprends que si tu as fait quelque chose d'innovant, tu as envie de... Ce qu'on connaît aujourd'hui, la meilleure manière, c'est qu'expliquer Emmanuel, c'est-à-dire le modèle de l'open source appliqué à l'open source hardware. Donc on va essayer d'accompagner les utilisateurs autour du produit. Et là, ça peut prendre de multiples formes. Et là, c'est plus low-tech, c'est plus la capacité à être entrepreneur, à avoir des visions, à faire financer dans un environnement qu'on cible. Maintenant, il a trouvé un moyen de le valoriser, ce qu'il fait aujourd'hui. Alors, je ne connais pas précisément encore la manière dont c'est contractualisé, mais il a contractualisé avec un partenaire pour développer ce système. Et je ne sais pas du tout s'il y a un brevet, voilà, comment c'est, à quelle hauteur c'est. Mais je ne connais pas. On a fait la réunion pour savoir comment il allait, qu'est-ce qu'il avait à disposition. Et finalement, la meilleure manière, mais aussi la plus chère pour lui, c'est faire peut-être un brevet, c'est trop cher. C'est que le jour où il y a une grosse société qui va quand même potentiellement, pour le pire des cas,
qui va venir pouvoir prendre ce modèle-là du débat. On va se retrouver quand même face à une puissance juridique beaucoup plus forte que la sienne et n'arrivera dans tous les cas pas à assumer quand même le brevet, peut-être un tout petit peu détourné, et ça suffit à faire en sorte que son modèle n'est pas possédé. Donc il a pris l'option finalement qui est la plus simple et la plus c'est celle de diffuser, de communiquer sur son modèle, d'être un peu la référence. Si on parle de ça, on va dire oui, c'est le perchoir de Maxime Mercier, et donc de communiquer, et puis l'enveloppe de l'autre, c'est une limite protection, mais c'est comme un eurodatage, en fait, ça montre à une date que ça a été déposé, et donc toutes les personnes qui feront le produit, on pourra mettre un bon truc caché de la poste en disant non, je suis invité ça avant. Donc la protection est minime. Aujourd'hui, en fait, on va plutôt jouer sur le fait de commercialiser ça et d'en parler le plus possible. Et puis après, je veux bien un peu témoigner parce qu'en réalité, dans tous les projets sur lesquels on a travaillé, on a eu de près ou de loin à aborder le sujet de la propriété intellectuelle. Le cours à concentration solaire, le compte Fabrice Plus, c'est justement parce que derrière il y a une propriété intellectuelle que derrière on n'a pas réussi à trouver d'accord commercial avec le détenteur de projet. Après, il y a d'autres projets sur lesquels, en fait, chaque fois on s'adapte en fonction déjà de l'implication en termes d'ingénierie. On a des gens qui arrivent avec une idée, mais en réalité, elle existe depuis tellement longtemps qu'elle n'est pas brevetable, et qu'on est juste sur une innovation de bon sens qui n'est pas vraiment éligible à un brevet déjà d'une part. Et après, tout l'objet va reposer sur la capacité qu'on a à communiquer. On a beaucoup de projets sur lesquels on a un porteur de projet qui va communiquer sur son projet et qui va l'eurodater via les réseaux sociaux, des fois très simplement, mais même pas besoin d'une enveloppe solo, c'est-à-dire qu'on va commencer à communiquer, créer un cadre technique sur un projet, derrière il est développé, et la meilleure des conditions reste effectivement de le laisser libre, parce que de toute façon, ça a une puissance industrielle dont on ne fait rien. Moi-même, en contractualisant avec des industriels et des soutiens, quand bien même j'ai parfaitement raison, je suis dans mon bon droit et que mon avocat me dit effectivement, si on va en procès, alors avant d'aller en cour d'appel, il faut passer 4 ans, on a dépensé 200 000 € en honoraires, personne n'a l'air un peu solide pour ce genre de choses-là. Qu'est-ce qu'on fait? On applique. Et c'est aussi certainement pour ça que l'atelier paysan n'y est pas allé, parce que juridiquement c'était probablement assez bancal, puisqu'il y a l'EMC. Au bout du bout, laissons-les faire. Ça devient très très problématique quand derrière il y a une activité commerciale indécente, avec du profit indécent, si c'est effectivement pour vendre des coopératives agricoles, le matériel, et derrière la notion du prix est très relative, effectivement, dans les sujets, on a tous de l'énergie à utiliser pour autre chose, plutôt pour ce genre de situation. Néanmoins, je crois que le point le plus important, ça reste, et vous l'avez souligné très justement, c'est quand même de garantir ce qui va être fait sur ce produit après. Parce que partager une innovation sur une chose, la détourner pour en faire quelque chose de totalement abusif, c'en est une autre. Et pour que derrière, ça sorte en plus d'une éthique et de valeurs qui ne correspondent plus, le cas que vous avez montré sur l'extraction du pétrole, elle est là. Et nous, typiquement, aujourd'hui, on développe, je ne sais pas, le roquetto pour la cuisson alimentaire. Là, on a quelqu'un qui a fait un usage totalement non éthique. Ça, effectivement, je ne vais pas le maîtriser. C'est le risque à prendre, effectivement. On peut charter, on peut essayer d'encadrer. Mon expérience de chef d'entreprise me montre que malgré toutes les règles, malgré toutes les chartes, malgré toutes les conditions fédérales de vente et malgré toutes les licences, la meilleure des terrains reste la discussion, d'en parler dès le départ. Là, on est en train de développer un pyroviseur ministère du charbon du biochar. Une innovation existe en Angleterre. C'est une technologie très aboutie qui permet d'atteindre des niveaux de performance de biochar excellents. On l'a testé en Normandie avec de la taille de haie. On négocie simplement les royalties. Le projet est hyper fonctionnable. Il est purement défensif. Mais une fois de plus, il y a une forme de déontologie et de loyauté qui fait que nous, on a quelque chose qui est conçu à 95%, on ne va pas réinventer la poudre. On est simplement négocier les royalties. C'est tout. C'est-à-dire que le propriétaire intellectuel en Angleterre, un produit en Angleterre, quand on dit en Europe, on a simplement dit, voilà, vous nous envoyez le matériel, on a des discussions et des allers-retours
pour améliorer le produit et surtout d'octroyer des performances réglementaires pour que ce soit normatif avec l'Europe. Et derrière, on lui reverse en tant que commercialiste. Et là, je crois que la rétribution de la propriété intellectuelle est juste, la discussion même, et lui, il s'embarrasse pas, parce que les gens qui sont souvent innovants ont pas envie de s'embarrasser avec toute la partie commercialisation. C'est là que l'on commence. Et c'est du gagnant-gagnant. Et on a des gens qui sont bons pour innover, sans les innover. Il y a des gens qui sont bons pour produire sans les produire. Il y a des gens qui sont bons pour commercialiser. Ça nécessite de tout écrire. Et je crois que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la discussion dès le départ de ce sujet de propriété intellectuelle doit être une parole très libérée. Et il faut oser aborder le sujet très vite et dire voilà, vous voulez acquérir, sinon sous quelle forme, et est-ce qu'on encadre? Il y a une licence qui peut prendre la forme d'une simple charte, d'un simple mail, ou au contractuel, quelque chose d'un peu plus formel avec des avocats, où on fixe les règles. Mais on n'entend pas, c'est toujours 30 ans.